Retour sur le plateau de Politique avec nos invités et je suis ravie d'accueillir Georges-Marc Benamou. Bonsoir. Bonsoir, écrivain, journaliste, producteur, auteur de Comédie Française et votre dernier livre, Dites-leur que je ne suis pas le diable, aux éditions Plomb. Et puis je vous représente nos invités, donc Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po. Et puis Pierre Briançon, journaliste, correspondant à Paris pour l'édition européenne de Politico. Et bien sûr, Jean-Marie Colombani de Slate.fr, comme chaque jeudi. Alors, dans le fond, dans cette première partie, on a évoqué ce monde incertain qui est en train de se dessiner. Vous nous l'avez expliqué il y a quelques instants. Je voudrais juste, on va parler de politique française, puisque dans le fond, on va nous élire un nouveau président qui va devoir faire face à ce monde instable, incertain. Mais j'aimerais dire un mot peut-être de l'Europe. Va-t-elle saisir, du coup, l'Europe, cette position un peu risque-t-elle d'être écrasée? Va-t-elle en profiter pour se rénover, pour se relancer, Frédéric? Si on peut au moins attendre quelque chose de Trump, c'est ça. C'est le défi face auquel il nous met. C'est-à-dire que lorsqu'il menace les pays européens et de façon plus générale l'OTAN, mais l'Europe en particulier, de ne plus financer autant le parapluie, le fameux parapluie américain, si chacun des États ne met pas davantage au pot, finalement, il nous met devant notre propre contradiction. C'est connu. Parce que les Allemands vivent sous parapluie américain depuis des années. Est-ce qu'eux aussi, ils vont peut-être... pour l'instant, ils sont relativement réticents. D'autres États, d'ailleurs, sont réticents. En Europe centrale, et d'ailleurs occidentale aussi, pensons notamment aux Pays-Bas. Oui, mais la donne a changé, on l'a vu avec les attentats, etc. La donne a changé, voilà. Oui, mais alors l'Est de l'Europe en particulier attend tout particulièrement des États-Unis, non seulement le maintien, mais le renforcement d'un parapluie contre qui, aux yeux des Est européens, évidemment, face à Poutine, à la Russie. Je pense que l'Europe est au milieu du gué, pas seulement sur le plan social et économique, on pourrait y passer des heures, mais sur le plan régalien, j'allais dire, de la défense et des affaires étrangères. De deux choses l'une, soit nous sommes davantage unis d'une part, et nous avons davantage d'autre part la volonté d'intervenir escalité de puissance européenne sur différents théâtres d'opération, et nous pèserons, soit ce ne sera pas le cas, et chacun des États européens ne pourra pas peser à lui tout seul, même d'ailleurs des tandems, celui que j'appelle de mes voeux depuis des années, le tandem franco-britannique, a du plomb dans l'aile maintenant, avec le départ de l'Europe des Britanniques. Donc on est là sur quelque chose d'extrêmement grave, et je pense que c'est plus que jamais le moment pour l'Europe de se définir comme une véritable puissance, pas seulement commerciale, mais également globale, c'est-à-dire aussi en matière de défense et d'affaires étrangères. Pierre Briançon, est-ce que ce sera une année perdue? Ou c'est une année parce que je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y aura sûrement une réaction européenne. Je crois que le lien franco-britannique dans le domaine militaire va rester, parce que les Anglais, aussi bien que les Français, y ont intérêt, ont décidé c'est une affaire bilatérale qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec le reste de l'Europe. Ce qui se passe en revanche, c'est qu'il va falloir que les Européens de l'Est choisissent d'une certaine façon, puisqu'on est face à une espèce de clivage maintenant assez net entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, où on a des régimes qui sont à la fois très anti-européens, la Hongrie, la Pologne, le président tchèque, parfois très pro-russe même, pour le cas du président tchèque, et qui continuent de réclamer le parapluie nucléaire de l'OTAN, ou en tout cas la protection américaine, comme vous dites, qui va se reculer, et qui sont très inquiets. Évidemment, les Baltes, qui sont trois petits pays encore plus inquiets que les autres. Mais il faudra savoir si la Pologne notamment décide d'adhérer enfin ou de revenir vers des principes démocratiques normaux, en tout cas tels que défendus par l'Union européenne. Il faudra que la Hongrie choisisse entre cette espèce de démocratie illibérale ou de fausse démocratie illibérale, je ne sais pas comment on dit, et le reste. Et ça, ces divisions européennes, Trump ou pas, elles étaient en train de s'aggraver et elles vont pas. Je crains qu'elles ne disparaissent pas par le fait de sa simple apparition. Moi, je crois tout à fait aussi qu'on est dans un moment historique de ce point de vue-là, et que les gouvernements sont au pied du mur, avec un premier signe encourageant qui est l'évolution des opinions. Sous la pression du Brexit,
et de ce que ça montre comme cacophonie ou comme difficulté majeure. Et sous la pression de l'élection de Trump, une partie des opinions européennes est en train de se ressaisir. Elle glissait tranquillement vers plus que de l'euroscepticisme, de l'euro-hostilité, et une majorité en tout cas des opinions européennes est en train de reprendre le chemin de l'Europe. Le problème après, c'est que on est toujours, nous, coincés par des échéances électorales. Il y a l'élection française qui peut remettre un certain nombre de choses en cause. François Fillon est ouvertement, j'allais dire entre guillemets, pro-russe. Jusqu'où cela va? Est-ce que ça va jusqu'à affaiblir le lien avec l'Allemagne? Je n'en sais rien. Probablement pas, mais néanmoins, c'est quand même un changement assez radical, s'il va au bout. Et puis, il y a les élections allemandes ensuite. Donc, on est aussi dans une période qui risque, malgré tout, malgré l'enjeu historique, malgré l'urgence, malgré l'extrême urgence même, dans une phase où on va attendre les élections françaises, on va attendre les élections en Allemagne. Oui, donc une année, Georges-Marc, une année où il ne se passera peut-être pas grand-chose. Je partage l'avis de Jean-Marie, et je trouve Frédéric très optimiste, parce que c'est vrai qu'il faut, pris en étau entre finalement des pouvoirs simples et relativement, en tout cas populistes pour Poutine et assez simplistes pour Trump, l'Europe, elle avance divisée, donc il faudrait au moins 3 conditions pour que ça marche, effectivement. Des leaderships assurés. Or, les leaderships ne sont pas assurés. Madame Merkel n'est pas sûre de son sort. Et en France, on ne sait pas. Un sursaut politique de l'Europe, mais est-ce que l'Europe à 27, elle est capable de sursauter ou de se réveiller? Et un projet alternatif d'une Europe qui marche. Revenir à un noyau dur, à des théories Védrine, Balladur, 93-95. En fait, avoir un projet politique alternatif de remise en marche. C'est même pas une question de sursaut, d'ailleurs, parce que jamais l'Europe n'a été conçue comme une entité politique. L'Europe puissante, c'est une ambition française. Mais ça n'était pas l'ambition des 27 ou des 28, encore moins l'ambition de la Grande-Bretagne, qui au contraire voulait réduire l'Europe à un marché unique. Donc c'est pas un problème de sursaut, c'est un problème de prise de conscience du fait que c'est une entité économique, c'est une entité commerciale, une puissance commerciale extrêmement puissante, et qui d'ailleurs va être directement menacée par le protectionnisme américain s'il se met en place. C'est le point de savoir si on passe à autre chose, c'est-à-dire si on commence par construire, à se doter des moyens de se défendre, ce qui changerait complètement les choses. Mais ça, c'est aussi au gouvernement et aux opinions de bien réfléchir à ce qu'elles font ou à ce qu'elles veulent. Alors, vous a décrit, dans le fond, le contexte dans lequel vont se dérouler les élections françaises qui arrivent. Donc, dans la primaire de droite, 2 sont morts au combat, Juppé et Sarkozy. Les primaires de gauche arrivent. Donc, est-ce que dans le fond, c'est un bon système? On a souvent parlé sur ce plateau, Jean-Marie, du système de la primaire, vous étiez contre, mais dans le fond, ça balaie en quelque sorte ceux qui ont perdu. Juppé, Sarkozy, c'est un café l'addition. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas les revoir, un peu à la manière anglo-saxonne, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on a les vieux et même barbons de la politique française. Aujourd'hui, c'est le coup de balai avec ça me fait penser au film des frères Cohen sur O Brother, où les scènes de campagne électorale, il y a toujours un des candidats qui se présente avec un balai sur la scène pour chasser. Mais si c'est ça la règle du jeu, non, les primaires, simplement, je le rappelle, ça fausse le débat, enfin ça fausse. Oui, mais enfin, regardez les primaires de la droite, nationalement, il y avait quelqu'un qui était plébiscité, Alain Juppé, l'électorat de la droite a choisi François Fillon. Les primaires de la gauche vont s'adresser à une part de l'électorat, l'électorat de la gauche. Donc c'est un vote. Dans une période qui est soi-disant anti-élitaire, on choisit une élite de droite, une élite de gauche pour désigner chacun son candidat. Mais comment faire? C'est pas forcément un bon système. Aucun leader ne se dégage d'aucun des deux partis. Je pense qu'on a déréglé la Ve République. On a déréglé la Ve République. Ça a commencé par le duo Chirac-Jospin et l'invention mirifique du quinquennat et la concordance entre un Parlement et un président de la République, qui est un affaiblissement éhonté de la présidence de la République, et ça continue par les primaires. On est en train de déglinguer les institutions, non pas qu'elles soient sacrées du général de Gaulle. Sous Sarkozy, il y avait un hyper-président. On peut se poser, on n'a pas assez de perspective historique pour juger les primaires. On peut se poser la question de savoir si il est sorti des primaires le bon candidat. On peut aujourd'hui, à l'heure qu'il est, et avec beaucoup de précision, à l'heure où on voit s'effriter François Fillon, je ne lui souhaite pas, mais c'est un constat, se demander si in fine, ça sera le meilleur candidat. Et puis demain, c'est-à-dire dans 15 jours, quand sortira peut-être un candidat
excentrique du Parti socialiste, c'est-à-dire qui correspond à une sorte de gauchisme. On imagine un scénario anti-Valls avec un prurit de gauchiste et que le candidat il fera un score comparable à celui de Gaston Defferre en 1969. Là, on reparlera des primaires. Moi, je dis, parlons-en dans quelques temps. Pas forcément, mais tous les scénarios sont... Je suis assez d'accord sur le fond, mais quand aucun des partis, quand aucun leader ne se dégage, quand dans une société ultra-médiatique où les médias eux-mêmes distribuent des brevets présidentiables tous les 2 jours, et où n'importe quel député de Saône-et-Loire se sent pousser des ailes, j'espère que je n'insulte personne par Qu'est-ce que vous avez contre la Saône-et-Loire? Je suis de la Saône-et-Loire. Se sent pousser des ailes de présidentiable et se sent tout à fait... regardez ce qui se passe avec les 15 ou 17... Vous serez oui, cela dit, attendez... C'est vrai, mais... en même temps, c'est vrai que fondamentalement, les primaires naissent d'un problème de leadership. On cherche un moyen de dégager un leader quand il n'y en a pas. Et on en dégage un. Mais que s'est-il passé depuis 2011 et la primaire de la gauche de 2011 ? Aucun des candidats à la primaire battus n'a accepté sa défaite. Aucun. Ils sont tous entrés en conflit et en guerre contre François Hollande du jour de son élection. Mais ça, c'est parce que c'est le Parti socialiste. Enfin, je veux dire, sauf que... non, mais les querelles byzantines au PS, c'est une... Et ça a tué le quinquennat. Ça a tué le quinquennat parce que progressivement, Martine Aubry, via les frondeurs, et vous retrouvez aujourd'hui comme candidat à la primaire les mêmes qu'en 2011, qui vont faire quoi ? Qui vont à nouveau s'empailler dès lors que l'un d'entre eux sera... Vous voyez, donc il y a un problème... risque de faire un peu plus. Et puis, la différence, on verra les scores de la participation de la primaire socialiste, la différence entre les ça va jouer sur l'avenir du PS d'ailleurs. Ouais. À droite, ça a été vraiment une sorte de barnum idéologique intéressant, etc. Là, et ils ont joué le jeu relativement de la primaire. Là, il faut le dire aux téléspectateurs, c'est la primaire en vue du prochain congrès du Parti socialiste. C'est ça les arrière-pensées, c'est ça qu'on va peser. Bien sûr. Donc c'est une tricherie, c'est une tromperie ces primaires. C'est pas une tricherie, ils ont le droit de faire une primaire pour désigner qui sera le meilleur perdant à l'élection. Oui, non, mais c'est un pré-congrès, c'est un congrès déguisé, c'est pas une primaire. Oui. Est-ce que peut-être une question pour Frédéric, bon vous, c'est votre tasse de thé, c'est plus la géopolitique, mais puisqu'on parle des socialistes, est-ce que le Parti socialiste français, dont on chante l'oraison funèbre depuis maintenant longtemps. Le premier avait été Bernard-Henri Lévy avec le cadavre voilà, à la renverse. Est-ce que le PS se corbinise à l'image de Jérémy Corbyn, c'est-à-dire un peu très à gauche, avec des recettes faciles, on redistribue ce qui a pu à redistribuer, et puis... on laisse filer. Ce qui est intéressant au PS en matière de pensée d'affaires internationales, c'est que vous avez toujours eu 2 très grands courants. Le premier courant, globalement plutôt atlantiste, très pro-européen, relativement lié aux droits de l'homme, équilibré sur les questions proche-orientales, c'est lui qui est au pouvoir. Alors on va le qualifier de droite du PS, mais en même temps, à l'époque, à peu près, était à gauche sur le plan social, mais il était de ce point de vue-là aussi très, très atlantiste. C'est typiquement Hollande, Valls. Et puis il y a une autre partie beaucoup plus tiers-mondiste, globalement plus marxisante, du PS, qui est davantage favorable à ce qui existait à l'époque, ce qui n'existe plus, c'est-à-dire le monde arabe, plus proche de la Russie, de la Chine, très en défaveur de l'atlantisme. Et là, on risque de voir effectivement émerger, alors effectivement avec Mélenchon, c'est typique, mais je crois même pouvoir affirmer qu'un Hamon ou un Montebourg, même s'ils n'en ont pas encore beaucoup parlé, parce qu'on est qu'à la dans le Monde, il y a une interview hier, Hamon réclame une politique arabe. Oui, c'est ça, voilà. Bon, ça, c'est la vieille, la vieille antienne d'une partie du PS tiers-mondiste. De l'autre côté, quelqu'un comme, et sans distribuer de bons et de mauvais points, quelqu'un comme Manuel Valls me paraît être dans la ligne du pragmatisme de ce PS qui est un PS de responsabilité, de gouvernement et capable d'assurer une politique internationale digne de ce nom. Pour autant qu'on connaisse quoi que ce soit de ses idées diplomatiques, qui pour l'instant n'est pas le cas. Enfin, sauf qu'il a quand même été Premier ministre et qu'en tant que Premier ministre, il a quand même fait un certain nombre de voyages et d'interventions à la fois discours oral et physique qui nous donnent tout de même quelque chose qui ressemble vraiment à cette droite du PS traditionnelle. C'est la question du socialisme et de la liberté. Or, on peut remonter ça aux différents congrès de la SFIO contre Léon Blum et les autres. Léon Blum et les néo-socialistes qui vont finir dans le fascisme, la génération en guerre d'Algérie qui vient se décaler. Donc, c'est le bloomisme, là, cette tradition, Jaurès, Blum, Mitterrand, d'une certaine manière. On peut rappeler Guy Mollet. Et le reste. Guy Mollet, ce sera un débat. Et le reste, qui a un rapport complexe à la liberté.
Oui. Non, je sais pas Et ce que aussi, t'en penses. et aussi à gouverner. D'ailleurs, Et à gouverner. on se souvient de l'excellent bouquin de Bergogneau et de Grimbert, L'ambition et le remords, dans lequel il explique effectivement cette mauvaise conscience des socialistes à gouverner, dans le fond, et être dans le réel. Mais enfin, ça fait un peu peur quand même de voir. Alors, en dehors, il y a une prime, manifestement, compte tenu des événements que l'on vient d'évoquer. Il y a une prime objective à quiconque a déjà été en responsabilité. Donc, à droite, il y a une prime à François Fillon, Premier ministre, ancien Premier ministre, et à gauche, il y aura une prime à Manuel Valls, ancien Premier ministre, donc qui s'est en effet frotté à ces réalités-là. Mais sinon, on est quand même un peu confondu. Qu'est-ce que c'est qu'une politique arabe aujourd'hui ? De quel côté se place-t-on ? Du côté des chiites, du côté des sunnites ? Car le grand schisme et la grande affaire qui est devant nous, c'est la guerre entre les chiites et les sunnites. Je veux dire, alors, Poutine a choisi son camp. Il a choisi le camp chiite. Qu'est-ce que ça va donner ? Et notamment dans la part de la population russe qui est sunnite. Donc de quel lendemain se prépare-t-il ? Mais voilà, mais vous n'entendrez pas parler de ça à la primaire socialiste. C'est ça qui est un peu confondant. Et c'est là que la formule que tu emploies est excellente, parce qu'en effet, on va choisir le meilleur perdant à gauche. C'est évident. En toute conscience, d'ailleurs, j'ai l'impression, d'une manière assez délibérée. Ils le savent. Ils savent que le combat, comme dit momentum, Jean-Marc, c'est le combat 2022 en fait qui se joue. Il y a deux scénarios. Il faut leur souhaiter encore plus de. Il y a un scénario de relative survie, meilleur perdant. Il y a un scénario où Valls gagne. Et un scénario de déchaînement. On va regarder le Harris Interactive là. Déchaînement tous contre Valls, où on met en place un candidat. Je ne veux pas être déplaisant, de type Hamon, qui fera un score minable et qui laissera un espace béant à Emmanuel Macron. C'est pas complètement les mêmes scénarios. Je pense que l'espace pour Emmanuel Macron existe quoi qu'il arrive, mais il existe depuis le retrait de Juppé et depuis le retrait de François Hollande. C'est ça qui a réouvert le champ d'Emmanuel Macron. Donc Jean-Marie, on voit ce sondage Harris Interactive. Donc ça, c'est la primaire. De la primaire, bien sûr. Avec ça, Valls perd. Non, pas nécessairement. Valls en tête. Valls en tête au deuxième tour, à 55-45, on ne voit pas encore la diapo. Est-ce que la gauche... Mais là encore, c'est comme à la primaire de la droite, ça va dépendre du taux de mobilisation. Ce qui m'a frappé dans le sondage, c'était que Hamon talonne Montebourg d'assez près. Et c'est quand même quelqu'un... Il faut toujours préfacer ce genre de discussion par 3 semaines avant la primaire de droite. On se souvient où on était les sondages. Parce que les sondages de la primaire de droite n'ont eu aucune... Une fois qu'on en est là, on peut commenter le sondage, évidemment. On peut, si on tirait les leçons, mais avec prudence, et peut-être qu'on sera démenti par les faits, mais si on tirait les leçons de la primaire de la droite, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si Hamon, avec un discours très à gauche, un peu plus cohérent que celui de Montebourg, qui est un petit peu comme ça, ne risque pas de séduire par le réflexe traditionnel des socialistes et de leurs amis, qui est de voter toujours plus à gauche que moi tu meurs. Et un mouvement anti-Valls sur cette base très à gauche. La double leçon des primaires de la droite, c'est ne regardons pas les sondages. Quand même, mais regardons les débats. Et ensuite les débats, bien sûr. C'est une première dans la vie politique française. Les débats ont été décisifs. Donc il va y avoir 3 débats. C'est le point. On verra au débat qui sort vainqueur ou qui sort affaibli. Sachant qu'une partie des gens qui se revendiquent plutôt de la famille centriste, même si elle est très éclatée, dans ce schéma-là, auraient logiquement, je dis bien logiquement, tendance à voter plutôt pour Manuel Valls. Tandis que les deux outsiders, d'après le sondage qu'on a vu, sont effectivement marqués comme très à gauche. Sauf une hypothèse, est-ce qu'il y a une appétence pour ce vote ? Est-ce que les centristes vont aller voter ? C'est pas sûr. Voilà. Déjà, même les gens de proche du Parti socialiste n'ont peut-être pas envie d'aller voter. Ils peuvent se contenter d'un Macron ou carrément d'un centriste au sens beaucoup plus... C'est la chance de Macron. C'est la chance d'Emmanuel Macron. Absolument. Est-ce que le nombre de votants aura un impact sur l'avenir du Parti socialiste qui, dans le fond... on a le sentiment que son objectif, c'est d'être nostalgique et de le rester. Est-ce que, dans le fond, c'est pas ça au PS qui leur pend au nez ? C'est qu'ils nous resservent toujours les mêmes recettes, et on le voit là, dans le fond, avec les trois, sur plus de dépenses, plus d'impôts, etc. On voit le piège dans lequel ce tacticien très SFIO, au mauvais sens du terme, qui est Cambadélis, a inventé, parce qu'il a inventé cette primaire. Qui était faite pour François Hollande, hein ? Non, il l'a imposé. Non, mais d'accord. Mais c'est stupéfiant que François Hollande soit tombé dans ce piège. C'est même qu'il change de métier. Enfin, oui, c'est vrai qu'il va le faire, mais c'est quand même lui l'inventeur, avec François Hollande, de cette mécanique infernale. Et au fond, il n'est pas impossible qu'on arrive à un moment historique, effectivement, du PS, où ils vont se retrouver avec... c'est pas un mystère. Il me semble qu'une partie de ceux qui ont
comment dire, suscité, inspiré, pour ne pas dire téléguidé la candidature de Peillon, c'était que c'était un des rares qui pouvait Mais qui l'a inspiré garder les morceaux du truc. On voit les résultats, on voit le résultat, en tout cas aujourd'hui. Ça, c'est pas couronné de succès. Mais c'était un des seuls qui pouvait garder le PS faut attendre les débats, comme une entité à peu près viable après la défaite. Ce que Valls risque de ne pas pouvoir faire s'il y a vraiment une grosse scission. Alors là, la tradition socialiste, grand siècle, quoi. Mais on sent que les craintes, elles sont là. C'est qu'est-ce que devient ce parti au lendemain du deuxième tour de la primaire. Parti radical en 58, 60. Quoi. Ah oui, mais alors du coup avec une scission, parce que la partie la plus à gauche, la plus marxisante, la plus tiers-mondiste du PS ne l'acceptera pas. Alors ça c'est une hypothèse intéressante. L'autre hypothèse, Peillon, c'est ça, il irait chez Mélenchon. L'autre hypothèse intéressante de la candidature de Peillon, c'est casser celle d'Emmanuel Valls. Enfin, Peillon a été largement poussé par les aubryistes, c'est un secret pour personne. Parce qu'ils pensent que Valls est une menace. Qu'est-ce qu'il vient faire là, on replonge dans les sombres arcanes du Congrès socialiste. Mais moi, ce qui me frappe davantage, c'est qu'on a décrit un paysage assez tourmenté, assez dangereux. Et la plupart des candidats à cette primaire de la gauche font assaut de promesses protectionnistes. Ils sont tous sur un schéma protectionniste et sur un schéma, j'allais dire, européen plus que sceptique ou plus en arrière de la main. Donc ils sont à contresens. Pas trop Valls, quand même. Moins Valls, mais par nécessité. Mais ils sont quand même globalement à contresens, me semble-t-il, de ce qu'on devrait... Et là encore, c'est là que Emmanuel Macron joue intelligemment, le seul à tenir un discours européen, à tenir un discours, j'allais dire, sur les leviers connus du développement et du progrès, c'est lui. Donc, alors que Valls a atténué cette partie-là de son discours. Mais c'est là qu'on voit à quel point Trump taraude la vie politique européenne et notamment française. C'est que vous entendez chez tous ces gens-là, quand on leur fait le reproche classique et légitime de protectionnisme, de retour aux vieilles lunes qui n'ont jamais marché, qui ont toujours provoqué des catastrophes partout, ils disent, vous n'allez quand même pas être plus royaliste que le roi, puisque si même les États-Unis deviennent protectionnistes, pourquoi on se gênerait? Pourquoi être naïf face à cette soi-disant menace? On verra ce qu'elle donne. Et donc il y a une espèce de relégitimation de ce discours-là, du fait que celui qui en était le porteur principal jusqu'à présent, les États-Unis, maintenant semble à la veille de l'abandonner. On va dire un mot avant de terminer du Front National tout de même, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il est posté. Le FN. Oui. Jean-Marie, sur ce plateau, vous disiez, dans le fond, il y a 3 invariants en France. C'est que les Français ne veulent pas de Nicolas Sarkozy, effectivement dégagé. Ils ne veulent pas réélire François Hollande et ils ne veulent pas donner les clés à Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous êtes toujours sur cette même ligne? Je suis toujours sur cette même ligne, mais je crains que la troisième proposition ne soit une proposition de souhait plus que d'analyse. Parce que objectivement, on est entré dans une zone de grande incertitude. Parce que Trump, le Brexit, tout ça, c'est... Autant je crois que mécaniquement, la candidature de Fillon affaiblit Marine Le Pen au premier tour, parce que François Fillon va récupérer des gens de droite qui étaient allés au Front National pour obliger la droite à être la droite, en quelque sorte. Donc ce mécanisme-là, je le crois. Au second tour, si Marine Le Pen est en duel face à François Fillon, et si François Fillon reste figé sur un programme qui donne tant la part ou qui fait tant de place à une critique sociale, alors tout peut arriver. Georges Marc, on essaie de faire un petit peu. Je partage la crainte de Jean-Marie. Je pense que si effectivement Fillon, côté vieille droite, chrétienne et humaniste, façon TF1 l'autre fois, et que la candidate de la gauche et de l'extrême droite c'est Marine Le Pen, il peut se passer des choses dangereuses. 8,5 millions de fonctionnaires, tous ceux qui auront peur, fantasmés ou pas, qu'on leur supprime la Sécu, peut être très dangereux sur un Fillon raciste. Ça n'est pas la probabilité, ça n'est pas la probabilité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dynamique Front National. J'ai l'impression quand même que Marine Le Pen, il y a eu un petit vent de panique dans le camp du Front National chez Marine Le Pen, parce que d'une part, il y a Fillon, d'autre part, il y a cette impression qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas mûrs pour gouverner. Et que donc les rétropédalages qu'on voit qui n'ont pas de sens économiquement ou financièrement, sur l'euro, on va faire les culs. On a eu un délire cette semaine. Le délire absolu sur l'Europe, on ne peut pas en partir, on a deux monnaies avec des taux de change fixes, sauf quand ils sont variables, enfin bon, n'importe quoi, économiquement, et l'espèce de rétropédalage sur l'Europe, on va d'abord négocier, puis après ça on fera un référendum, semble montrer qu'elle veut apparaître comme quelqu'un qui peut, d'une manière crédible, assumer la présidence. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Ils se rendent compte que ce plafond existe. C'est quelqu'un qui, contrairement, je parle de Marine Le Pen, contrairement à son père, vante systématiquement la
République, elles vantent systématiquement la laïcité et elles vantent le social. Ces 3 dimensions fondamentales auxquelles sont très attachés l'ensemble des Français, son père ne l'assumait pas, il ne le faisait pas. Elle le fait et je pense que ça la rend plus dangereuse. Merci, merci à tous. D'être venu sur le plateau de France 24. Merci à Pauline Hellmann d'avoir préparé cette émission et puis bien sûr à toute l'équipe technique. Je ne sais pas si j'ai le temps de rappeler le titre de vos livres respectifs. Donc Frédéric Ancel, donc Géopolitique de la Nation France aux éditions PUF et Georges-Marc Benamou. Dites-leur que je ne suis pas le diable aux éditions Plomb. Et c'est sur François Mitterrand. Merci beaucoup et à très vite sur France 24. À bientôt.